très malheureux. J'ai jamais été aussi déçu de ma vie. I'm going to keep them out of this house. I'm going to blow my brains out right on this program. Yeah, the old gods aren't dead. And what of the true God? He's dead. They call him Silence because wherever he goes, the silence of death follows. Talk radio! It's the last neighborhood in town. People just don't talk to each other anymore. Let's go to the first caller. I don't know my way home. That's okay. I don't either. The day will come for you, Barry. And there will be a reckoning. Yeah, it's HubSpot. And I'm just one punch away. I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. Bienvenue, bonjour à ce retour du 7e antiquaire. Oui, après une petite pause, pour plusieurs raisons en fait concordantes, tous meilleurs les unes que les autres et qui s'empilent. J'ai pris un peu de vacances durant l'été et là je reviens pour cette première de l'édition automne 2007 du 7e antiquaire. Pour les personnes qui seraient nouveaux au concept, le 7e antiquaire est une émission de 30 minutes qui dépoussière en fait les vieux films. Ce que j'ai comme projet personnellement, c'est d'introduire à des cinéphiles et des cinéphages comme moi, une fois par semaine, 30 minutes sur un film classique qui, à mon avis ou à mon regard, souffre d'une perte de sa réputation. En fait, un film qui mérite d'être plus connu et qui ne l'est pas. Donc, cette semaine, on parle d'un film de 1960, un film britannique, Peeping Tom, comme je le disais auparavant, réalisé par, évidemment, qu'est-ce que je dis? Michael Powell. En fait, il faut s'habituer parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'appelle Mike. Et écrit par le très cryptique Leo Marks. Leo Marks, qui est un homme avec une histoire très intéressante. Et ça prend une histoire personnelle et une genèse personnelle intéressante pour écrire un film tel que celui que je suis prêt à vous présenter. Peeping Tom, très simplement, c'est l'histoire d'un homme qui, à force de souffrance psychologique majeure inflictée par son père, devient obsédé à l'idée de photographier la mort, disons en fait de filmer la mort. Le film commence sur un plan fort particulier qui rappelle beaucoup les meurtres de Jack the Ripper pour les personnes qui seraient familières avec les représentations cinématographiques de ce fameux tueur. Donc une espèce de ruelle sombre en Angleterre, une prostituée, il l'approche tout en la filmant dans son manteau avec sa caméra. Et l'assassine avec un coup de pic à la gorge, tout en filmant immédiatement le meurtre. Lorsqu'il arrive, en fait, le meurtrier utilise le trépied bien aiguisé, une des pattes de son trépied bien aiguisé pour poignarder ses victimes tout en les filmant avec sa caméra. Donc ce tueur n'est nul autre que Mark Lewis, qui est joué par Karl-Heinz Böhm. En fait, son nom pour ce film-ci, on a utilisé seulement Karl Böhm, un acteur allemand avec une très bonne réputation qui amène énormément au film. Donc on a cet homme qui est fils d'un psychologue qui avait fait des expérimentations par rapport à la peur et le système nerveux sur son propre fils. Et ça l'a, disons, laissé ses cicatrices, laissé ses marques de traumatisme chez ce jeune garçon qui maintenant devient un tueur en série, obsédé par la mort de ses victimes et de capturer cette mort-là. En fait, le tout vient à la base, un peu la genèse de l'idée de ce film, plus par rapport à Leo Marx, c'est le fait qu'il voulait faire un film sur les théories freudiennes. Et on a été aussi regardé par rapport aux théories de photographie cinématographique pour les personnes qui connaîtraient le très populaire livre d'André Bazin, Qu'est-ce que le cinéma? André Bazin avait décrit que la photographie était aussi était intimement liée à la mort du sujet quand il le capturait. Ben en fait, je cite pas exactement, mais ça capturait la vie. Et ça la capturait et ça la préservait dans une photographie et ça faisait en sorte que la photographie et le cinéma étaient beaucoup plus associés à la mort parce que c'était la préservation de l'existence à travers un support X, que ce soit le celluloid ou que ce soit le DV maintenant, là, le DVD et tout. Donc on a vraiment ce travail-là dans Peeping Tom de retourner un peu par rapport à qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est la vie et la mort et le cinéma. Mais d'abord et avant tout, comme le titre l'indique, qu'est-ce que c'est le voyeurisme au cinéma? Donc le Peeping Tom est une expression britannique. Un Peeping Tom, c'est un voyeur, un homme qui un homme ou une femme, en fait, je veux pas
je veux pas créer de scission par rapport à la pratique, mais c'est un homme ou une femme qui se place dans un lieu caché pour observer les autres. Donc, définitivement un voyeur. Peeping Tom a une connotation un peu plus, disons, voyou, en fait. Et c'est tout ce travail qui est fait par rapport au film. Donc, on a les théories de l'origine de Freud, donc le ego, le super-ego, le système nerveux, le refoulé, ainsi de suite. En accord avec les théories du cinéma d'André Bazin, ça fait un film extrêmement intéressant. Un film qui, à sa sortie, n'a pas eu de succès du tout, qui a été complètement détruit. On va en parler un peu plus tard par rapport à ça. À la base, Peeping Tom a beaucoup d'inspiration. C'est un film très inspiré. On parle d'une période très importante dans le cinéma international, les années 60. On voit que l'inspiration première, je la trouve très intéressante parce qu'en fait, le film a été distribué. Pas tout à fait récemment, en fait, je crois vers les mi-90, Criterion ont fait une édition, une très belle édition, en fait, qui comporte un commentaire audio de nul autre que Laura Mulvey, qui est une femme, une cinéaste, mais aussi une psychologue, ou une psychanalyste, ou une psychiatre, pas une psychiatre, en fait, une femme qui a analysé l'abject et la terreur dans le cinéma, donc c'est très intéressant de voir, c'est très intéressant d'entendre cette femme-là parler, Peeping Tom, qui est une définition même de l'abject et de l'horreur et de la vision du cinéma. C'est un film qui a été inspiré énormément par... en fait, le réalisateur Michael Powell n'était pas reconnu comme étant un homme... comment dire? Il était considéré un peu dans la vague des films britanniques, en fait, certains titres comme A Fiend Without a Face ou Horrors of the Black Museum, des films d'horreur britanniques du début des années 60, chose qui n'était pas très reconnue. Même que maintenant, on ne reconnaît pas énormément l'ampleur du cinéma d'horreur britannique, malgré les productions Hammer, qui sont des coproductions souvent Angleterre, états-uniennes. Et le premier film que j'ai fait la critique au 7e antiquaire, c'était The Wicker Man de Robin Hardy. Ça aussi, un film britannique, une coproduction britannique-écossaise. Donc, on ne reconnaît pas vraiment la qualité du cinéma d'horreur britannique, particulièrement dans ces périodes-là. Mais il ne faut pas oublier des hommes comme Uli Edel, qui ont fait... pas Uli Edel, pardonnez-moi, Nicolas Roeg, qui a fait sur terrain britannique des films horreur, des films de suspense surnaturel et d'horreur. Par rapport, je dis pas horreur dans le terme démembrement et relâchement intestinal, et ainsi de suite, mais plus dans l'horreur de l'ambiance, dans le travail exactement de la terreur et de l'abject, et ainsi de suite. Donc, c'est ça, des titres... en fait, Peeping Tom se situe pas officiellement, mais on parle beaucoup de Peeping Tom comme faisant partie de la trilogie de l'horreur britannique de cette période-là, quand j'incluais Fiend Without a Face et Horrors of the Black Museum. On a aussi des acteurs de Peeping Tom, plutôt des actrices de Peeping Tom qui reviennent de Horrors of the Black Museum, réalisé par un autre réalisateur britannique, dans le temps que le film d'horreur britannique n'était pas super bien vu. En fait, on parle beaucoup d'une période avec un scénariste, pas un scénariste, un producteur bien particulier qui croyait énormément à la marchandisation du cinéma britannique. Et on voit qu'il ne se retient pas trop pour faire des pointes dans Peeping Tom. En fait, c'est un règlement de compte. Et puisque Michael Powell avait une réputation d'être plutôt un fringe réalisateur, ça a fait en sorte que son film a atteint de cette crédibilité-là. Malgré le point que j'essaie de soulever depuis tantôt, mais que je divague, que ce film-là est énormément inspiré du cinéma, pas nouvelle vague, de l'expressionnisme allemand, particulièrement Fritz Lang. On voit beaucoup de références à M. le Maudit, des cadres sur le côté, et ainsi de suite. Le jeu est pas tout à fait identique, mais en fait comporte ces similarités. Et c'est une des raisons pourquoi Karl Boehm a fait une si magistrale performance. En fait, c'est pas une raison, c'est juste que c'est un très bon acteur, très épeurant comme acteur à la base, mais son accent autrichien, allemand, fait en sorte qu'on a évidemment cette référence à M. le Maudit. Et M. le Maudit qui est un film en allemand. Karl Boehm fait une performance à donner la chair de poule. Un homme qui démontre toutes ses schizophrénies et ses problèmes. En fait, on le voit très très bien. Il le joue merveilleusement bien, jusqu'au fétichisme de la caméra, de toujours avoir sa caméra sur sa sacoche à côté de lui. On a des scènes où, en fait, il refuse de filmer une jeune femme qui habite en bas de chez lui. En fait, il se lie d'amitié avec une de ses
voisine de palier, en fait, une jeune dame qui vient d'avoir 21 ans, Helen Stephens, jouée par l'actrice qui a fait énormément de rôles, en fait, une actrice très, très, très prolifique, Anna Massey, qui est une jeune fille de 21 ans qui est complètement en amour avec ce jeune homme, sans se rendre compte tout à fait qu'il y a des problèmes. Il lui montre ses films, en fait, il lui montre ses films d'enfance où son père le torturait et essayait de le faire pleurer, toutes ces expérimentations par rapport à la peur. Elle prend peur, mais prend aussi en pitié, commence à s'approcher un peu plus de lui jusqu'à le grand éclatement de la psyché de cet homme. En fait, à leur première rencontre, Mark Lewis dit à Helen Stephens qu'il ne veut pas la filmer, parce que la filmer, ça serait vouloir dire qu'il voudrait la tuer. Donc, la caméra, c'est très, très bien fait. C'est super bien contrôlé comme film, parce qu'on voit que la caméra n'est jamais pointée vers cette jeune dame-là, sauf le moment où elle la prend elle-même et la pointe vers son propre visage. Et Mark Lewis devient immédiatement outré de panique, enlève la caméra de ses mains et embrasse la caméra. On a exactement, avec les théories de Freud de fétichisme, le remplacement de l'objet sexuel ou de l'objet de confort. Il est directement déplacé vers la caméra de ce personnage, Mark Lewis. Donc c'est vraiment un personnage fascinant, extrêmement bien joué. Je n'ai, à ma connaissance, jamais revu cet acteur-là dans rien d'autre, parce que j'imagine qu'il est retourné en Allemagne pour faire des films. Mais je me vois une très grande difficulté de réécouter un film avec cet homme-là sans avoir la perspective de Mark Lewis, car Baum, pour moi, est stigmatisé dans ce rôle-là. Si je l'ai pas dit avant, parce que je l'ai dit souvent, Peeping Tom est un film que j'affectionne énormément, et je ne suis pas le seul, en fait. C'est un film, comme je vous disais, qui a eu une très mauvaise critique il y a une très mauvaise réception à son ouverture, et ça a pris approximativement une 30aine d'années avant que Martin Scorsese puisse acheter une impression, puisse acheter une bobine pour le New York Film Institute. Et c'est Martin Scorsese et Francis Ford Coppola qui ont doré le blason de ce film et qui l'ont fait le classique qu'il est maintenant. C'est en 90, l'édition 90, qui avait la première... pardonnez-moi, on dit des blurbs, mais ça marche pas en français, la première ligne d'éloge sur le boîtier, l'édition de 90 en cassette. Qu'on a vu qu'enfin il y avait une critique qui avait dit que c'était un film superbe, et c'est définitivement un film superbe, bien inspiré des grands réalisateurs. Je pense énormément à Francis Ford Coppola, qui a travaillé vraiment, vraiment dans cette direction-là par rapport à la tension sexuelle et l'abject et la peur et la caméra. C'est fort intéressant. J'imagine que c'est probablement venu à votre esprit. Je parle de 1960, cinéma d'horreur, freudien, ambiance, abject terreur, problèmes parentaux. Oh oui, je parle de Psycho, en fait. Il y a eu énormément de ressemblances, en fait, entre Peeping Tom et Psycho. Même une très, très, très belle petite anecdote par rapport à ça. En fait, comme je vous expliquais auparavant, mais là, ça va vous montrer l'envergure de la situation. Peeping Tom a été tellement mal reçu par les critiques qu'une critique a même été jusqu'à dire qu'elle devait être flushée dans les égouts de Londres, où même son odeur subsisterait autour des excréments de la ville. Donc, en fait, Peeping Tom était si mal vu qu'on voulait détruire et oublier le film à jamais. Et Hitchcock, à sa première de Psycho, en fait, son producteur est arrivé, il a fait tu devrais avoir un visionnement de presse, évidemment, pour que les personnes puissent aller voir. Et Hitchcock a tout de suite répondu non, je n'aurai pas de visionnement de presse pour mon film. Et le producteur le regarde et dit mais comment ça se fait, pourquoi est-ce que tu fais ça? Faut que tu sois capable de donner quelque chose aux journalistes. Si seulement tu avais vu qu'est-ce qu'ils ont fait au film de Mike Powell en Angleterre, tu comprendrais, parce que mon Psycho va probablement avoir autant de remous. Psycho a eu plus de remous que Peeping Tom. En fait, ça a pris 30 ans pour que Peeping Tom ait sa consécration au temple du cinéma, malgré qu'elle n'est pas complète encore. Malheureusement, Michael Powell est décédé dans les années 90, et il n'a vu que très peu de l'influence de son film. Quelques années plus tard, en fait, Leo Marks meurt lui aussi. Donc, le scénariste, un homme, lui, est décédé une dizaine d'années plus tard. Il est décédé en 2001. Pour moi, Leo Marks rentre évidemment dans la lignée des grands scénaristes qui sont incompris. Et je pense évidemment à Paddy Chayefsky, scénariste de Network.
un homme qui est décédé avant de voir l'influence de son œuvre et avant de voir comment c'était gigantesque, qu'est-ce qu'il avait entrepris. Leo Marks en fait aussi quelque chose de très intéressant. Je disais que c'est une figure mystérieuse. C'est un génie exceptionnel, un homme qui a travaillé pour les Codebreakers pendant l'armée pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était un homme extrêmement vif d'esprit et un homme qui était très très utile à l'armée pour les temps de guerre. En fait, on a même été jusqu'à lui dire qu'il a reculé ou il a arrêté la Deuxième Guerre mondiale 3 mois à l'avance. En fait, si ce n'était pas de lui singulièrement, la guerre aurait duré 3 mois de plus. Donc, c'est un énorme honneur pour cet homme-là de se faire dire quelque chose comme ça. Leo Marks me fascine absolument. Je peux rien dire de plus que ça. Il y a des très, très belles histoires derrière lui. Mais ça prend un homme qui a une obsession complète avec les codes pour écrire un film comme Peeping Tom. Par rapport au fait aussi qu'il dit que le plus grand code et le code qui ne se brisera jamais sera les femmes. Pour lui, une femme est le plus grand mystère au monde. Et c'est très bien passé à travers ce personnage de Mark Lewis. Comment le mystère de la féminitude, on voit que c'est un homme qui n'a pas du tout l'habitude d'être autour d'une présence féminine. Et encore, je peux pas... Je vais réitérer par rapport à ça, mais la performance est splendide. Tout l'inconfort qu'il ressent autour d'Hélène et tout, c'est vraiment unique. C'est une très, très belle performance. Et on voit qu'il s'est investi carrément là-dedans. Là. Je lisais cette semaine que... Pas Christopher Lee, pardonnez-moi. Ian McKellen avait peur ou n'aimait pas jouer les grands rôles shakespeariens comme Henry V et tout, parce qu'il avait peur de basculer dans une folie. Ça m'aurait pas surpris du tout de voir Karl Boehm basculer dans une folie après un film aussi demandant. En fait, c'est un film très intéressant, comme j'ai fait la corrélation avec Psycho, mais ça ressemble beaucoup à Pleasure Garden. Si vous voulez aller regarder un Hitchcock un peu moins connu, là, c'est très, très, très intéressant. Ça a les mêmes thématiques par rapport à la sexualité et par rapport à l'interdit, le tabou, la mère. Je peux pas en dire assez, mais il y en a. À commencer ce film-là, vous allez voir la tâche de psychanalyse qui a devant vous. C'est incroyable comment il y en a. C'est très, très, très beau. Mais en fait, ça n'a jamais été assez pour que le monde veuille lui donner une bonne critique. Le film a été tiré seulement une semaine après sa sortie en salle. Ils l'ont sorti. On n'a plus jamais entendu parler. Il est tranquillement en train de remonter dans son estime et dans sa popularité. En fait, c'est un film qui a une très belle opposition parce que, comme j'expliquais par rapport aux performances aussi, quelque chose que je voulais rajouter, c'est que on a des performances dans le film qui rappellent c'est du cinéma pur. Ça rappelle le cinéma muet. On a des performances complètes, des moments de silence où l'émotion passe tellement bien qu'on se croirait dans un film muet où on n'a pas besoin de dialogue, on n'a pas besoin de texte, on n'a pas besoin de rien pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe. La performance par elle-même, elle est géniale. Et la réalisation, pour expliquer quel point cet homme-là Michael Powell était excentrique dans sa vision de voir les choses, c'est que toutes ces performances-là, il décidait de les accentuer en ne les coupant pas. Donc, on a une bonne gamme de performances et vraiment une gamme de performances différentes. Tous étalés à travers le film, tous mises en contexte et surlignées, disons, essayer de mettre l'emphase dessus par le fait qu'il n'y a pas de coupure. Donc, on voit des performances monumentales de Anna Massey et de Karl Boehm qui n'ont pas de code dedans. On ne coupe pas d'un plan à l'autre. C'est des plans continus et ça améliore, ça accentue, ça exauce cette espèce de sentiment de performance monumentale, une performance de cinéma lumière, là. Le cinéma des Lumières, en fait, on attribue beaucoup les deux écoles, les Lumières contre les Méliès. Les Lumières, c'était une école documentaire, c'était une école de cinéma direct où on voyait toutes les choses, que ce soit la gare Ciotat ou il y en a. Et Méliès, qui était beaucoup plus la fiction de studio. Et on a dans Peeping Tom une amalgame parfaite de ces deux formes de cinéma-là. Que ce soit des performances directes, mais de la fiction de studio par rapport à le travail, les cris, les couleurs, la palette de couleurs. J'ai pas le temps de parler de la palette de couleurs, c'est malheureux. Mais j'ai juste à vous dire que vous comprenez Coppola au complet une fois que vous voyez Peeping Tom, même que
Blowout a été a hommagé énormément. On peut trouver sur Internet Movie Database les hommages qui ont découlé de Peeping Tom, mais on a vraiment, à la base d'un film que ça fait longtemps que je veux faire, mais Cruisin' de William Friedkin avec Al Pacino, qui parle de l'industrie du snuff. Ben, Peeping Tom était, je veux pas m'avancer sur la thématique, mais Peeping Tom est fort à parier le premier film à discuter sérieusement de cette industrie du snuff. Parce que, de par le fait même que le personnage principal, Mark, est un photographe de femmes nues dans une période où c'était très, pas que c'était mal vu, mais que c'était très tabou. Je vais juste faire un bref interlude. On va aller écouter une phrase très importante, je l'adore, de Karl Boehm, pour que vous puissiez entendre aussi son accent qui est très particulier. Do you know what the most frightening thing in the world is? It's fear. So I did something very simple. Very simple. When they felt this... Je suis complètement pris, je la trouve extraordinaire cette scène-là. J'ai essayé le moins possible de vous en faire entendre parce que je voulais pas trop gaspiller. Mais vous voyez l'espèce de tempérament, l'accent allemand avec la tranquillité, la froideur, mais aussi le traumatisme qu'il y a derrière lui, son obsession par la peur, son obsession par la caméra, on la voit toute par cette phrase-là. Et ça, Do you know what the most frightening thing in the world is? Est une phrase célèbre maintenant, si je peux me permettre d'aller dans cette direction-là. En fait, célèbre et tellement bien amené, et c'est là-dessus que je vais clore, parce qu'en fait, je veux vous démontrer l'implication. Déjà, le Leo Marx est un homme extrêmement brillant qui a codifié l'être humain pour en faire un film. Mais Michael Powell aussi, pour démontrer des choses très simples, comme dans le film, Karl Boehm, on le voit quand il était jeune, et c'est le fils de Michael Powell qui est filmé comme étant le jeune Mark Lewis. Et c'est lui qui se fait lancer des lézards dessus, qui se fait faire pleurer, qui se fait crier après, qui se fait envoyer des lumières au visage. Donc, Michael Powell a lui-même mis son fils en scène pour les scènes de traumatisme et s'est mis en scène lui-même pour jouer A.C. Lewis, le père de Mark Lewis, le traumatiseur. Donc, on voit qu'il y a une façon du réalisateur de montrer son sérieux et aussi de montrer la compréhension qu'il y a par rapport au scénario. Et c'est ce que je trouve de beau par une implication comme ça, c'est qu'il non seulement il veut faire le film, mais il démontre qu'il l'a compris. Il est le réalisateur. Il est l'homme qui traumatise par ses images. Et il a mis son propre fils en disant, et c'est ces personnes-là qu'on traumatise. On traumatise les personnes dans notre entourage. Donc le réalisateur est un marchand de l'abject. Un homme qui démonte ces photos-là et qui fait peur aux gens. Gaspard Noé, Darren Aronofsky, John Singleton sont tous des réalisateurs qui ont atteint une réputation particulière en étant des marchands d'art de l'abject. Modernes, mais définitivement des personnes qui suivent dans la lignée de Michael Powell et de son Peeping Tom.